Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo colis. Aujourd'hui nous avons un colis en deux boîtes en fait, un double colis venant a priori de la même personne, enfin si j'ai bien reconnu les boîtes parce qu'il m'avait dit qu'il avait envoyé deux colis dans deux boîtes totalement identiques à peu près à la même époque, donc je vois à peu près ce que c'est. Donc nous avons une lettre a priori, ce que je vois hop ici, hop, qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette lettre? Alors ils nous disent, je viens de voir la photo. Bon bref, il dit « Salut, comme promis, je te dis comme promis, car tous les colis de fans commencent comme ça, bizarrement, oui, en effet, c'est pas faux. Je t'envoie ce colis, j'espère que ça va bien, en tout cas, moi, nickel, nickel. Oh, attends, mais c'est écrit en deux mots, maintenant. Ah oui, non, nickel, ça s'écrit a priori, hein, comme le métal, hein, c'est N-I-K-E-L, a priori. Je vais juste en profiter, ER, pour te dire que j'aime un peu moins le nouveau système pour présenter tes smartphones. Ah oui, quand j'avais fait le truc en une seule partie au lieu de deux. Ah bon, bah comme d'habitude, hein, il a fallu que je fasse une énorme black box à l'intérieur de la lettre parce que elle décrit pratiquement l'intégralité de ce qui est contenu dedans. Donc bon, bah encore une lettre que j'aurais dû laisser hors caméra. Hein. Donc première chose qui vient, c'est ceci. Eden. Regardez ce qu'ils ont se mettre en dessous. Le partenaire des pros qui mettent du Eden dans leur ordinateur. Oui, bien sûr, c'est connu. C'est moi où quand on bouge, on a l'impression que à l'intérieur, il y a le transformateur ou je sais pas quoi qui est mal vissé alors qu'il bouge avec le truc. Vous savez, un peu comme ces espèces de poids magiques que vous lancez et hop, ils reviennent en sens inverse ou ils bougent comme ça bizarrement, enfin ce genre de truc. Alors mention spéciale pour la prise pour ça qui vient s'ajouter là, je suppose, qu'ils ont fait jaune fluo pour une raison qui m'échappe, hein, mais c'est pas grave, hein, ils font comme ils veulent. Et surtout le plus drôle, c'est que même quand on ajuste les deux côte à côte, regardez-moi ça dépasse un petit peu. Donc ils ont même pas fait en sorte que ça s'ajuste comme il faut. Il y a 1 mm d'épaisseur en plus pour cette partie-là que cette partie-là. Bouffe. C'est du grand. Donc du coup, vous avez une prise, en fait, quand vous allez le brancher, comment ça se traduit? Ça se traduit en une prise qui va être, vous savez, légèrement débranchée sur cette partie-là. Vous savez, ça va être pas aligné avec la prise. J'ai déjà vu ça une fois sur une alimentation, donc c'est pour ça que je vois parfaitement ce que ça va faire. Alors dedans, quand on regarde dedans, hein, bien sûr, ça fait alimentation bien moyenâgeuse et tout ça. Faudra démonter ça un de ces jours. Je ferai une vidéo spéciale sur les alimentations no-name, parce que je commence à en avoir quelques-unes grâce à vous, et peut-être que je vais pouvoir faire du coup une vidéo spéciale sur ce genre de truc. Ensuite, nous avons cette chose-là, qu'est-ce que c'est, et surtout comment ça s'ouvre? Ah voilà, il y a du scotch. Ah, il a remis du scotch par-dessus l'endroit où il y avait du scotch à l'époque. Ah, une feinte. Mais je me suis pas fait avoir. Donc, hop, je vais coller ça où je peux. Et ouvrons ça. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être dans une petite boîte comme ça. Ça peut être n'importe quoi en fait, mais... Ah, encore du scotch. Je me suis fait avoir. Voilà, donc ouvrons ça et nous avons... oui, d'accord. Ah, un disque dur. Un disque dur Maxtor 80 gigaoctets. Ah oui, tiens, je sors un disque dur de mon Falzar. Non, je plaisante, mais je veux dire, comme vous le voyez, j'ai un disque dur à porter. Vous voyez, beaucoup plus fin que les disques durs standards, en fait, certains disques durs de chez Maxtor et Seagate à une époque. Bon, alors pour information, c'est un Diamond Max 20, ce qui veut dire en réalité qu'il s'agit d'un Seagate en réalité, parce que tous les derniers Maxtor sont en réalité des Seagate à l'intérieur. Donc bon, d'ailleurs ça se voit très facilement parce que si on regarde voilà le nom du disque dur, c'est en réalité une référence de disque dur Seagate. Ils ont juste mis Maxtor, là t'écris Seagate à la place, et à la place de Diamond Max, tu marques genre... comment ils les appellent déjà? Ah merde, j'ai un trou de mémoire là maintenant. Ils les appellent Barracuda 7200 point quelque chose, genre point... là, à cette époque-là, je dirais que c'est un 7200.7 ou un truc comme ça, je suis pas certain. Je dis ça au pif, hop, disque dur. D'ailleurs, excellente cette petite boîte spéciale disque dur. Ensuite, nous avons un énorme lecteur CD. Tiens, il manque la façade, c'est marrant. Un énorme... Ah oui, il a carrément arraché la façade. Ah, il y a encore un CD dedans. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Alors, si vous vous demandez comment ouvrir un lecteur CD qui veut pas s'ouvrir,
bah branchez-le à une alim déjà, mais s'il est en panne et qu'il veut pas s'ouvrir, habituellement, vous pouvez pas forcer l'ouverture du CD comme ça, vous devez utiliser une petite tige que vous devez mettre dans un trou dédié à ça, mais là, visiblement, il n'y a pas. Alors, s'il n'y a pas, bah tout ce que vous faites, c'est tout bêtement, vous prenez un tournevis, je vais le faire tout de suite, et vous dévissez tout le tour, et hop, normalement, vous pouvez y accéder sans aucun souci. Ah oui, et juste pour vous dire, cette astuce fonctionne aussi avec les lecteurs CD, genre de salon, des trucs de ce genre. Vous pouvez aussi ouvrir le boîtier entier, et ensuite vous vous trouvez souvent avec un lecteur DVD, ou un lecteur CD, ou peu importe, si c'est un lecteur CD ou un lecteur DVD, genre une chaîne hi-fi ou un lecteur DVD de salon, et vous aurez donc, comme je le disais, un lecteur CD classique dedans. Et vous pouvez comme ça le démonter et récupérer le truc. C'est comme pour la Xbox 360, c'est pareil aussi. Dans la Xbox 360, c'est un lecteur CD classique qu'il y a là-dedans. Enfin, bon, très légèrement modifié, mais c'est le même principe. On ouvre la boîte, comme ça, on enlève les vis en dessous, et ensuite, hop, on soulève, comme ça. Hop, on soulève, comme ça, ce qui est pas... Ah, celui-là, il s'ouvre d'une autre façon. Ça, les très vieux, des fois, ça leur arrive de s'ouvrir comme ça. Donc hop, on enlève le dessous, donc en l'occurrence. Mais le dessus s'enlève aussi de la même façon normalement. C'est juste que ça bloque parce qu'il doit y avoir un cran ici. Vous voyez, il y en a un là. Hop, voilà. Et il doit y en avoir un de l'autre côté aussi. Je crois que c'est ici qu'il y en a un. Voilà. Tac. Et là, comme vous le voyez, on a enlevé le dessus. Habituellement, le dessus s'enlève sans avoir à enlever le dessous. Hein. Ça, c'est parce que c'est un vieux machin. Et voilà ce qu'il y avait dedans. Dora l'exploratrice en jeu. Oh putain. Le pire, c'est que je crois que j'ai déjà vu ce jeu quelque part. Si c'est le même que celui qui est sorti sur PlayStation 2 ou je sais pas quoi, il y a de grandes chances que j'en ai vu une vidéo, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Bah voilà, donc vous avez vu comment on fait pour sortir un CD d'un lecteur complètement récalcitrant. Tiens, ils sont vraiment marrants ces vieux lecteurs, parce que comme vous le voyez, ils ont des trucs spéciaux là sur les côtés. Alors si vous vous demandez comment un CD tient dans le lecteur, vu que, comme vous pouvez le constater, ça bouge dans tous les sens, etc. Sur le haut du lecteur, ah, ça se croche dans un fil, voilà. Sur le haut du lecteur, ici, vous avez un aimant, en fait. Et cet aimant, on peut souvent l'enlever, vous savez, par ce petit rond là qui se trouve ici, là on le voit, attends, on peut peut-être, vous voyez le relief là? Voilà, là vous avez un petit truc en plastique qui se décolle, et vous pouvez récupérer juste ce petit aimant, et en fait l'idée, c'est vous le collez là, pouf, et ça tient le CD en place pour pas qu'il bouge. C'est le bruit qu'on entend en fait quand on ferme un lecteur CD, vous savez, ça fait schlick, et ensuite on entend shploc. Et en fait ce qui se passe, quand ça fait cette espèce de shploc, c'est que cette partie-là, là en dessous, remonte, pousse le CD vers l'aimant, et l'aimant se colle sur le dessus, vient se synchroniser, là, vient se clipser, on va dire, pile en face, et c'est ce bruit qu'on entend qui fait ploc, c'est quand l'aimant se décale de l'endroit où il se trouve pour se mettre ploc, pile en face, comme ça. En tout cas, regardez toute l'électronique qu'il y avait dans les vieux lecteurs CD autrefois, regardez la taille de la carte déjà, le nombre de composants qu'il y a dessus, c'est impressionnant à quel point, vous savez, si vous avez jamais démonté un lecteur CD actuel, vous avez une toute petite carte qui fait à peu près cette taille-là, qui parfois fait juste cette taille-là, vous savez, ils ont même pas pris le temps de faire la largeur entière du lecteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est vraiment simplifié, et aussi la tête de lecture d'autrefois, c'est gigantesque si vous voyez par rapport à ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils font maintenant, et bon, c'est vraiment, enfin, la qualité, le standard qualité de l'époque n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, hein. Ah oui, j'avais pas fini de vous parler de ces espèces de trucs, en fait, ce sont des espèces de clips que vous pouvez mettre comme ça pour que le CD ne bouge pas quand vous avez, par exemple, disons que vous avez un boîtier où le lecteur CD est orienté comme ça, et ben ces clips vous permettent de mettre le CD, bah attendez, où est-ce que j'ai foutu le CD? Ah, il est là. De mettre le CD comme ça, pour pas qu'il, dans le plateau, pour que quand ça se ferme, et ben il tombe pas. Vous voyez, ça voilà, donc bon, vous en mettez 3 sur 4, et vous pouvez glisser le CD comme ça dans le... c'est pas super bien foutu sur celui-là. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous glissez le CD, il faut vraiment que 2 sur 4 sur celui-là. Le troisième, il le dérange un petit peu, donc voilà, et vous pouvez comme ça utiliser le lecteur CD quand il est dans ce sens-là, et quand ça se ferme, bien entendu, l'aimant vient plaquer le truc, et ça ne bouge pas.
Ensuite, nous avons un autre lecteur CD, oups, et la traditionnelle nappe IDE, à ce que je vois, ainsi que le câble pour lecteur de disquette. Je mets ça sur le côté avec toutes les autres nappes IDE. Non, je déconne, je débarrasse un peu de ce côté habituellement. C'est pour vous faire croire qu'hors champ, il y a des montagnes de merde, ce qui est le cas, mais pas non plus à ce point. Donc, qu'est-ce que je raconte ouais, un lecteur disquette, un lecteur DVD de chez LG. Il y a de grandes chances qu'il marche pas parce que les lecteurs LG, et quand je dis LG, c'est Hitachi LG, c'est-à-dire ça comprend les LG, ça comprend les Hitachi, ça comprend tous ceux qui sont faits par le même groupe, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de lecteurs qui sont sans marque ou avec une marque, mais c'est pas LG ni Hitachi, qui sont faits par eux. Et ces lecteurs-là ont l'habitude d'avoir des problèmes notamment de courroie pour que ça se referme, des problèmes de lentilles, enfin bon bref, ils ont tendance à pas faire plus d'un an. C'est dommage quoi, mais c'est bon voilà, c'est une épidémie on va dire de lecteurs de DVD qui déconnent parce que c'est quasi introuvable de trouver autre chose qui est fait par autre chose que Hitachi LG, et c'est justement pile ce que je voulais vous dire en parlant du fait que les lecteurs CD autrefois étaient bien fabriqués et maintenant c'est devenu n'importe quoi. Justement, ça c'est l'illustration même, vous voyez qu'il est beaucoup plus court déjà, bon voilà, l'électronique doit s'arrêter là a priori, si c'est comme dans tous les LG habituels. La lentille est très très mal isolée de la poussière, donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes de lentilles, c'est que la poussière s'infiltre partout entre les deux lentilles, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Et ensuite nous avons ceci que je ne sais absolument pas ce que c'est, peut-être un bout du lecteur de disquette qui vient juste après. Donc nous avons un lecteur de disquette qui a mangé du papier essuie-tout, je ne sais pas trop comment ça s'est fait ça. J'ai réussi à le ressortir, oh mon dieu il est dans un putain d'état dégueulasse. C'est pas grave parce que si c'est en mauvais état justement, ça fait en sorte que je le démonte en vidéo, alors que il s'est pas fait chier, dis donc, il aurait pu quand même dévisser les deux petites vis qu'il y avait juste au-dessus, je pense que ça paraissait évident qu'il fallait commencer par là. Donc il est fait par Panasonic, c'est dommage, c'était des bons ceux-là. Il y a aussi Sony qui faisait des lecteurs de disquettes, je regardais s'il y avait pas marqué autre chose de l'autre côté, des lecteurs de disquettes qui étaient pas mauvais à l'époque. Sony, franchement, c'est plus que c'était en termes de qualité de nos jours. Bon, je dis pas que c'est médiocrissime, mais autrefois, ils faisaient vraiment des putains de trucs qui duraient longtemps. Vous voyez, regardez-moi cette tête de lecture de lecteurs de disquettes, carrément avec du métal sur le dessus et tout ça. La plupart des lecteurs de disquettes, ils se faisaient pas chier à faire ça. Hein. La tête de lecture, c'était genre mis en loose day, enfin c'était n'importe quoi. Alors ça, cette espèce d'énorme contrepoids pour pas que le lecteur de disquette perde en vitesse quand il lit une disquette. Je vais regarder si j'aurais pas une disquette dans un coin que je puisse voir si le système, ça doit être ça d'ailleurs justement, le système non, ça marchera pas. Bon, tant pis pour ma disquette. On verra ça dans une autre fois pour montrer le système d'insertion de la disquette. En fait, si vous savez pas comment ça fonctionne, la disquette se met dedans et le lecteur tourne sur lui-même un tout petit peu comme ça et tac, ce machin-là, il n'est pas encore dans le trou de la disquette pour que ça tourne. En fait, pour l'instant, il est en dessous et puis ensuite, dès que ça fait un petit tour, ça fait et on entend ce petit bruit là de clac en fait, on entend un petit clic dès qu'on vient de mettre une disquette dedans et en fait c'est ce bruit là, c'est le morceau de métal qui glisse le long du truc de la disquette, c'est-à-dire le machin pour entraîner le disque en fait, qui gratte contre le dessus et ensuite on entend ce clac parce que ce truc là ensuite fait spoink et il rentre dans le petit trou qui est fait à cet effet là et hop ça tourne et tic 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 ça tourne. Et ensuite, il y a ce machin qui fait des bruits mélodieux, on va dire. C'est le truc qui fait tous ces... Bon, c'est une vis sans fin, donc avec une pointe sur le dessus, donc c'est pas possible pour moi de vous l'entraîner de cette manière-là. Il faut vraiment que je le fasse tourner. Mais voilà, c'est rigolo de la façon que c'est fait. Et je me suis foutu de la graisse plein les doigts. Heureusement, sopalin juste au-dessus. Et disque dur Maxtor 80 Go qui se casse la gueule. Donc qu'est-ce que je disais sinon ouais, rien de spécial en fait, hein, c'est un lecteur de disquette, il y a des chances qu'il fonctionne encore. Ah oui, si vous vous demandez ce que c'est que ces deux petits machins, ce sont deux petits interrupteurs en fait.
Un sert juste à savoir s'il y a une disquette dedans, je crois, et le deuxième sert à savoir si on a mis la protection en écriture de la disquette en fait, c'est-à-dire si ça appuie dessus, ça veut dire que, si je me rappelle bien, si ça appuie dessus, ça veut dire que la disquette est protégée en écriture, on peut que la lire, et si c'est relâché, si ça reste vers le haut, ça veut dire qu'on peut écrire dessus. Ensuite, nous avons cette chose-là, qu'est-ce que c'est? C'est fait par Triton, bon, ok, et donc qu'est-ce que c'est? C'est en USB, enfin en tout cas il y a une prise USB ici, il y a de l'optique, il y a une prise, tiens c'est marrant, il y a de l'USB ici, mais il y a aussi de quoi l'alimenter ici, en 9 volts, donc une prise d'alimentation, du son, seulement du son, ok, ça fait pas autre chose, c'est un petit machin qui permet... Ah, c'est volume plus, volume moins, de manière marrante, comme ça, là, on tire dans un sens, on appuie dans l'autre, et là c'est un bouton power, c'est quoi ces prises? Ah ouais, alors ça c'est bizarre. Il y a 2 prises casque ici, mais en réalité, si on regarde, on a l'impression que c'est plus une prise, vous savez, genre, ça ressemble à une DisplayPort, quoi, c'est... the fuck. Et donc, tac, 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 il y a plein de boutons et tout ça, mais ça fait pas radio, ça, en plus. Donc, bon, pourquoi pas, on peut lire des trucs là-dessus. Alors, rien de spécial de plus à dire, mais oui, ça sent le cheap et ça sent la fabrication pas terrible parce que rien que le cadran ici est moins enfoncé sur ce côté-là qu'au centre ici, donc bon, ça sent le truc vraiment pas super solide. Ensuite, nous avions un petit paquet fait avec du papier, comme d'habitude, qui contenait cette chose-là. Tiens, il n'y a pas le cache. Bon, bah tant pis pour le cache. Ni le truc pour... voilà, bon, c'est un lecteur MP3, si vous savez pas. À mon époque, quand je dis à mon époque, voilà, c'est pour ceux qui sont nés... fin 80, début 90, ces trucs-là ils pullaient partout chez ceux qui avaient pas de quoi s'acheter quelque chose d'un peu plus luxueux, on va dire, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, parce que bon voilà, rien que ça coûtait déjà assez cher pour ce que c'était. C'est un lecteur MP3 donc, tout à fait basique, truc chinois qui coûtait que dalle, on trouvait ça partout, enfin bon voilà. J'en ai déjà quelques autres et un de ces jours je ferai peut-être une rétrospective là-dessus, voir si au niveau de la qualité son ça a mal vieilli, parce que je me rappelle de ces trucs-là, mais vous savez, un petit peu sans trop de points de référence pour l'époque, parce que voilà, à l'époque on avait ça et les trucs plus chers, on ne les avait pas tout bêtement. Donc, mais par contre, un truc qui était drôle avec ces trucs, c'est qu'il y en avait beaucoup qui faisaient genre 2 mois et grillaient direct. Donc c'est un petit peu l'archétype du... bon, c'était moins cher, donc c'était plus facilement excusable, mais c'est un petit peu dans le même style que ces fameux smartphones chinois. Pour la plupart des gens, ça vous fera 3 mois. Et maintenant, un deuxième carton. Et dans ce deuxième carton, nous avons une cartouche monocouleur de chez HP pour je ne sais quelle imprimante. Ok, d'accord. Pourquoi on m'envoie une cartouche monocouleur? Bon bref, surtout que vu le nombre de cartouches que font ces entreprises, ah ouais, même pas sortie de l'emballage, bah je vais la garder dans son emballage, tu vois. Qu'est-ce que je disais? Oui, ces entreprises en plus sortent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartouches différentes pour bien entendu une cartouche différente par imprimante pratiquement. Et donc du coup, il y a quasiment aucune chance que j'ai une imprimante qui le fasse. Ensuite, nous avons un protège-écran pour iPhone et 4 et 4S. Encore une fois, je n'en ai pas, donc bon. Tiens, visiblement la cartouche noire qui va avec le reste, et visiblement il y a quelqu'un qui en a mangé un morceau parce qu'il avait faim. Et donc bah voilà, regardons ce qu'il y a d'autre. Peut-être qu'il y a l'imprimante aussi. Non, c'était une blague, la boîte est pas assez grosse pour qu'il y ait une imprimante dedans. Ventirad de chez AMD. Alors quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires comment on fait pour l'enlever et comment on fait pour le mettre. Parce que je sais pas pourquoi. Sûrement qu'il galérait avec. Eh bien, ça m'étonne que j'ai besoin d'expliquer ça, mais c'est pourtant très simple, peut-être qu'il avait peur de faire une bêtise. Donc il y a ce crochet-là, qu'il faut d'abord accrocher sur le côté du support sur le socket, puis ensuite, on met ce truc-là, ce crochet-là de l'autre côté, et une fois que c'est mis, tac, on tire ça, et ça tire ce crochet, regardez, vers le haut, je vais vous montrer ça, vous voyez, hop, là c'est lâche, et là, hop, ça baisse le truc, donc ça tire dessus, et ça le maintient en place. Et c'est tout. C'est tout aussi simple que ça, et pour l'enlever, c'est très simple. Plouf, on enlève ça, puis ensuite on peut décrocher ce côté-là, puis ensuite on peut décrocher l'autre côté. Et voilà, c'est bon, on n'a plus de ventirad, et on peut le changer contre autre chose. Alors très souvent, il faut carrément enlever aussi le support du ventirad qui est sur la carte mère, si on a envie de mettre quelque chose qui utilise un support différent, comme pratiquement l'intégralité des ventirad du marché demanderont de mettre leur propre fixation. Et maintenant, nous avons 2 protège-écrans pour iPhone 5.
et 5S a priori, et ça devait pas être encore sorti. Ça fait si longtemps que j'attends avec ce carton dans mes emballages ou quoi? Non, je plaisante. Tiens, c'est marrant, c'est un protège-écran sombre. Je sais pas trop ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Il nous dit comment le mettre. Blueway, ok, Blueway, ça fait un nom magnifique. Bon, j'arrive pas à le refermer. Voilà, mais ils nous disent quoi? C'est protection pour la lumière bleue? Non, peut-être même pas. C'est pas marqué du tout en fait. Ensuite, nous avons ceci. Je sais pas trop. Ah si, c'est un adaptateur. Enfin, un adaptateur. Une prise pour relier une jack 3.5 mm à une 2.5 mm. Mais directement de mal à mal, donc bon, faut avoir l'utilité de ça, genre par exemple un dictaphone. Ensuite, nous avons une petite carte mère, relativement petite, mais elle rentre pas dans le champ parfaitement, une Asus relativement bas de gamme. Je dis bien relativement bas de gamme, hein, ça c'est peut-être pas... Bon, si ça se voit quand même à la taille du radiateur. Pour AMD, c'est un socket AM2, je sais pas si elle marche encore, hein, la plupart du temps quand on m'envoie des trucs, je les teste quelques temps après et en fait ils ne marchent pas, donc on m'envoie souvent des trucs HS, mais bon, ça veut pas dire que j'arriverai pas à les réparer, hein, des fois ça m'arrive de pouvoir les réparer. Mais qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, bah voilà, une petite carte mère AM2, pas AM2+, hein, AM2 tout court, avec des condensateurs ici de chez Nippon Chemicon, et ici un petit condensateur de chez Sanyo. Alors si vous vous demandez comment on fait pour les reconnaître, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires pour reconnaître les différentes marques de condensateurs, les bonnes marques en tout cas, parce que les mauvaises, en fait c'est toutes les autres. Donc pas toutes les autres parmi la liste que je ferai dans cette vidéo, hein, pas ce que je viens juste de dire actuellement, il y en a quand même quelques autres. Donc voilà, c'est sympathique, c'est pas trop mal foutu. Ensuite, nous avons un câble HDMI et c'est génial parce que justement, je n'en ai qu'un seul et un très mauvais, donc ça me permettra de le remplacer. Peut-être que celui-là est aussi très mauvais, mais il peut pas être pire que celui-là que j'ai actuellement, hein, je pense. Donc ouais, pas mal. Allez, je garde ça dans un coin rapidement, je le mettrai sur ma télé dans très peu de temps. Alors là, je me ramène, oups, pardon pour le micro, mais là je me ramène avec tout un bordel en fait. J'ai l'impression que c'est un lecteur de DVD de salon, je crois, hein, démonté en petits morceaux, sans le boîtier qui va avec, donc je peux en faire un lecteur DVD naboîte, appelons ça comme ça. Donc voilà, donc justement ça vous dit ce que j'étais en train de dire à propos de la qualité des trucs de maintenant, c'est que comme vous pouvez le constater, rien que... Ça c'est l'électronique embarquée, bah dis donc ça fait pas beaucoup, hein. Et ça c'est l'électronique du lecteur de CD, son alimentation qui se trouve à cet endroit-là, l'électronique, le port Péritel, l'électronique entière du lecteur DVD là-dedans, plus l'électronique du lecteur CD, vous savez, tout ça prend moins de place que juste un lecteur CD de l'époque. Donc bon voilà. Un truc par contre que l'on peut voir, c'est que bon voilà, la fabrication au niveau de la qualité a franchement diminué, hein. Franchement, déjà on voit les petits mécanismes en plastique et tout ça qui vont se casser trop facilement, même pas un truc qui repose sur une vis sans fin, donc ça c'est trop fragile, tous ces mécanismes, tous ceux qui auront eu une PlayStation 1 première génération, qui se sont pétés, auront connu ça. Vous voyez aussi la lentille, justement, pile ce que je vous disais, ça l'illustre bien, c'est bien, elle est parfaite cette vidéo, on dirait que ça a été préparé. Donc, je plaisante, hein, parce que pas du tout, mais comme vous le voyez, là tout est à l'air libre, là tout autour, tout, beaucoup trop à l'air libre, ça laisse passer les poussières sans aucun souci, et puis hop, ça marchera plus. Ah tiens, bah justement, on reconnaît les produits tout pourris au fait que, regardez-moi ce qu'ils utilisent comme condensateur, une marque que personne connaît, il y a marqué quoi, ML-Con, bah dis donc, et qu'est-ce que c'est l'autre condensateur? L'autre condensateur c'est JFD, à une lettre près ça aurait fait John Fitzgerald Kennedy. Et regardez-moi à quel point cette alimentation est putride. Oh putain, la rectification à base de trois diodes dégueulasses là qui sont collées les unes aux côtés des autres. Tous mis, mais de manière... je sais pas si vous voyez, mais regardez comme c'est tordu, c'est horrible. Heureusement au moins, pour une fois, il y a un fusible. C'est déjà mieux que ce qu'il y a dans les trucs chinois. Et un optocoupleur, attention. Ah mais j'ai toute la collection complète des cartouches en fait, je vais pouvoir m'acheter cette imprimante. Alors ça fonctionne avec quelle imprimante? Est-ce que c'est marqué derrière? Ah là, tu peux toujours compter sur une marque d'imprimante pour t'aider quoi. Toujours. C'est même pas marqué derrière avec quoi c'est compatible.
Alors il faut déjà avoir l'imprimante pour savoir avec quoi chercher sur internet bien sûr. Bon bref. Donc qui veut du bleu 933 Ensuite voici quelque chose d'énigmatique. On dirait que ça contient une pile vu la forme du truc. Ça en contient peut-être pas, hein. Enfin très certainement pas même. Bon voilà, c'est juste un... comment on appelle ça, un duplicateur de port. Et ils ont repris une prise Apple sur le côté, là, enfin une prise Apple, je veux dire une prise copie, vous savez, genre les câbles chinois et compagnie, pour faire leurs câbles, ça sent le truc très pro, quoi. Ensuite, nous avons une prise de sortie vidéo pour je ne sais quelle machine, et nous avons des oreillettes, vous savez, qui sont rouillées à l'intérieur pour bien choper le tétanos des oreilles. Alors ensuite, nous avons Office 2000 disque 1, et pas Optique 2000. Pourquoi seulement disque 1, je ne sais pas. Et le deuxième, il n'y a rien marqué dessus. Regardons. C'est visiblement le CD de la carte mère. Tiens, bah pourquoi pas. Bah, je vais mettre ça avec. Pour information, si on n'a pas le CD des pilotes de la carte mère, hein, on peut bien sûr les récupérer sur internet. Oula, elle a bien fait le voyage celle-là. Ah, une clé d'activation. Ensuite, nous avons ceci. Je sais pas ce que c'est, on dirait une batterie de console. Genre de Nintendo quelque chose, vu la couleur du plastique. C'est marqué nulle part. Et par où elle se branche cette batterie? J'arrive pas à trouver les contacts. Il y a peut-être un fil qui sortait de là. Ah bah oui, peut-être, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a des broches là qui sortent, mais ça a été coupé. Ensuite, nous avons un câble serial ATA, ça peut toujours servir, ça. Une paire d'oreillettes bizarres avec... What? Ah, c'est un truc pour écouter à travers les murs, à travers les portes et tout ça. Là, vous avez ici un micro et ça sort par là, a priori, ou je ne sais pas quoi. Ou alors ça peut faire appareil auditif de merde, parle dans le trou. Bon, bref. Et ensuite, nous avons quoi ici? C'est la surprise. Oh, c'est un processeur. Tac. Alors, si c'est un processeur qui s'accorde avec la carte mère qui était dessus, valait mieux le laisser dessus. Il faut jamais laisser faut jamais laisser les... Ah, il y a des pins de tordus, là. Qu'est-ce que je disais? Faut jamais laisser les ventirades sur les cartes mères quand on les envoie. Par contre, le processeur, ça peut être une bonne idée de le laisser dedans si on le vend avec un processeur. Parce que ça, bah voilà, les pins pourront pas se tordre. Je vais essayer de trouver un petit quelque chose pour détordre les pins. Bon, je fais ça avec les moyens du bord, hein. C'est le seul truc que j'ai trouvé, excusez-moi. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, en fait. C'est une sorte de pipette pour... Vous savez, il y a un trou au bout, en fait. C'est un truc pour... Ça contenait de l'encre à l'origine. Et donc, voilà. Donc, hop, tac. Et puis, on peut détordre les pins comme ça. Voilà. Voilà. Pour information, faut pas hésiter hein, à ne pas être trop flemmard et puis à faire ce genre de truc. Vous ne le regretterez pas, hein, c'est souvent... Alors, je vais mettre ça dans la carte mère, on va voir si ça marche. Carte mère, le retour. Donc, on ouvre. A priori, c'est le même socket, hein. Oui, ça a l'air d'être... de correspondre. Hop, on met ça dedans. Et logiquement, maintenant que c'est détordu, ça devrait rentrer. Ah, il y en a un qui bloque. Alors, des fois, en forçant, mais très légèrement, on peut réussir à le faire rentrer dedans s'il est à peine pas en face, mais si ça veut pas, ne forcez pas, ça va le tordre complètement. Donc regardez bien à quoi ça ressemble. Voilà, alors a priori c'était les deux que j'avais déjà détordus, qui étaient pas assez détordus. Et voilà, ça rentre. Et si ça rentre, c'est que ça marche. Donc hop, on le renlève. Voilà, on le remet. Tac, et vous voyez maintenant, il ressort et il rentre comme il faut. Donc, ben, c'est parfait. Et bon, j'ai fait ça pour un Sempron, mais bon, vous pouvez faire ça pour un processeur plus cher que ça. Quand c'est légèrement tordu comme ça, habituellement, on peut toujours s'en sortir. Maintenant, il reste les derniers trucs, 3 petits pochons. Hop, je sais pas ce que contient ça, mais vu la forme, je dirais barrette de RAM. On va voir, il y a toujours... C'est comme le câble IDE parallèle ATA, c'est la tradition, il y a toujours une barrette de RAM qui traîne là-dedans. Oh, j'arriverai pas à sortir ça de là-deddedans, vous allez voir que c'est pas le cas. Non, c'est bien une barrette de RAM, et une vieille a priori. Hein. Oula, alors c'est une SDRAM, je veux dire, mais une SDRAM qui a l'air... oh purée, prix en francs, prix en euros, dis donc. C'est drôle ça. Attends, c'est... What? Est-ce que le prix en euros c'est 1,12 €? Parce que en tout cas c'est l'impression que ça me donne moi.
Et en France, c'est moins 61 francs. Donc on vous donne 61 francs pour que vous vous barrez avec, je ne sais pas. Oh, il y a un truc qui va pas sur sur cette étiquette de prix. Ou alors, franchement, autrefois on faisait des étiquettes de prix, on savait pas comment les rendre claires, quoi. Il faut faire une multiplication, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout petit. C'est... Mais attends, j'aurais pas reçu exactement le même il y a quelque temps? Ah non, ça doit pas être non, regardez. Mais c'est aussi Philips. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Bon bah voilà. Hop. Et maintenant... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a vraiment une drôle de forme. Une souris. Je dirais une souris. On va dire une souris. Je crois que c'est une souris. Une souris. Une souris, une souris. Allez, viens par là, la petite souris. Oh, une souris tuning. Oh, c'est dégueulasse ce qui se passe avec le caoutchouc qui vieillit mal et qui a été ripé et tout. Tiens, elle a été démontée. Amusant. Et c'est une souris à batterie. Alors, il y a une sorte de... Ah non, c'est une souris à pile, mais il faut... Ah tiens, il y a une alcaline de chez Duracell dedans. Donc regardons s'il y a encore de la pile. Ouais, bah oui, c'est une Duracell en même temps. Non, je plaisante, mais le produit peut lui-même être un bouffe-pile, même quand il est éteint, donc c'est pas parce que la pile est bonne. En tout cas, je vais l'enlever, parce que vous savez ce qui se passe, hein, quand une pile reste dans un truc qu'on n'utilise pas, eh bien, ça peut finir par s'oxyder dedans et faire n'importe quoi dedans. Et puis aussi, ça peut décharger la pile, même si on s'en sert pas, comme je le disais, certains produits sont très mal foutus. Et petit cadeau bonus, j'ai trouvé ça dedans. Donc bon bah pourquoi pas. Vous savez ce que c'est ça? C'est le genre de truc où on visse ensuite les prises d'écran dessus, qui sont donc vissées sur les bords des prises d'écran. Et ben voilà, ça m'en fait une de plus. Je dis ça, mais ça peut être aussi un truc de carte mère, des fois. Il y a des trucs qui ressemblent un peu à ça. Enfin, quand je dis de carte mère, je veux dire de boîtier. Vous vissez ça d'un côté du boîtier, et ensuite vous vissez la carte mère par-dessus. Mais vu la forme et vu la longueur du truc et la façon que c'est fileté, ça ressemble plus au truc que je vous ai dit avant, le truc qu'il y a sur les cartes graphiques. Donc je mets ça de côté avec mes vis. Et donc, bah voilà, j'ai fini cette vidéo. Et comme d'habitude, avec ce genre de vidéo, je me retrouve avec tout un bordel sur mon bureau que je ne sais pas exactement où ranger. Donc souvent, ça finit dans la caisse dans laquelle c'était donné au départ, et ensuite plus tard je re-range ça par catégorie, et ensuite bah, je ferai très certainement un de ces jours des vidéos sur certaines babioles par thématique, hein, comme je le disais. Certaines personnes se demandent ce que deviennent ces objets après les vidéos. Non, je ne les revends pas déjà, mais c'est très rarement un truc revendable de toute façon. Et non, je ne les jette pas non plus, hein, ça, comme je le disais, je les trie par catégorie. Et un de ces jours, quand j'aurai le temps, eh ben, je ferai des vidéos sur certains de ces objets. J'ai déjà commencé à faire par exemple quelques rétrospectives sur des téléphones. Et bien justement, ça fait partie de ça. C'est la catégorie, la boîte où il y avait en fait tous les téléphones dedans. Et je me suis dit, bah, tiens, et si je faisais des vieux téléphones, je commence à en avoir certains qui sont sympathiques, les trier par thème, genre les vieux bas de gamme, les vieux haut de gamme, ce genre de trucs. Bon ben voilà, ben je pense que je peux arrêter la vidéo ici. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.